Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. L'idée c'est de vous raconter un peu les dessous de l'histoire de Litchi et de vous raconter comment cette aventure s'est créée et probablement à l'inverse de tous les standards de management et de recrutement. Alors tout a démarré il y a 10 ans, donc vous voyez derrière moi une équipe d'étudiants. Normalement on me voit en train de faire ça avec les cheveux attachés, un petit chemisier bleu. Donc il y a 10 ans, j'étais étudiante en école de commerce, c'est ma dernière année. Et donc je voulais organiser le week-end d'intégration de ma promo. Donc 2 jours où on part clairement boire des bières et faire la fête et un peu de sport tous ensemble pour apprendre à se connaître. Donc je pars avec ma petite enveloppe en papier dans une salle d'à peu près une quarantaine d'étudiants pour collecter les fonds pour pouvoir organiser ce week-end d'intégration. Évidemment, c'est la galère parce que entre celui qui a que son chéquier, celui qui ne sait pas s'il va venir une soirée, 2 soirées, celui qui est un peu rapia et qui dit non, j'ai pas de cash sur moi aujourd'hui. Bref, je dois courir après tout le monde et donc même avancer une partie du week-end avec ma trésorerie étudiante. Donc c'est un peu la galère. Et c'est comme ça que je me dis, mais il y a forcément un service en ligne qui permet de collecter et gérer de l'argent à plusieurs pour un groupe de personnes. Et puis en fait, il y a d'autres usages ou d'autres exemples d'utilisation que le week-end d'intégration à l'école. Ça peut être le cadeau d'anniversaire groupé, le pot de départ en entreprise, pourquoi pas un événement de solidarité entre proches, une naissance, un mariage, etc. Et donc c'est comme ça que l'idée de Litchi naît, de pouvoir proposer un service en ligne qui permet de collecter et gérer de l'argent à plusieurs. Donc à cette époque, je suis encore étudiante et donc je me dis, j'ai pas forcément toutes les compétences pour pouvoir créer ce projet seul, donc je vais essayer de m'associer. Donc alors j'essaie une première fois et puis au bout de 2-3 mois pendant l'école, j'étais encore à l'école, le premier étudiant me plante en me disant « Ah non, je vais avoir une responsabilité d'un poste un peu plus sérieux, je voudrais être payée, etc. » Donc il me plante. J'essaye une deuxième fois, je me fais encore planter. J'essaye une troisième fois et je me fais encore planter. Donc j'étais un peu en me disant, c'est compliqué quand même l'entrepreneuriat, j'ai pas commencé que je me fais déjà planter. Donc bon, j'étais un peu perturbée et puis je me dis, à l'impossible nul n'est tenu. Je suis diplômée en juin 2008, donc pire période pour être diplômée en ayant un background d'école d'ingénieur et en plus une année d'école de commerce parce que trop cher, mal employable, donc de toute façon pas de job. Donc je me dis, je vais tenter cette aventure de Litchi toute seule et puis on verra bien. Et d'ailleurs, je me souviens que Guillaume Berthollet de l'incubateur d'HEC m'avait dit de toute façon, Céline, là, tu cherches juste quelqu'un pour te rassurer, donc vas-y seule et puis tu verras bien. Et donc l'histoire de Litchi, elle démarre comme ça, je me fais planter, cette histoire d'étudiant, et donc je commence à chercher un peu d'argent pour évidemment financer le projet puisque j'ai pas toutes les compétences. Donc j'arrive avec un peu de chance et beaucoup de chance même, et un peu de patience à récolter un peu d'argent auprès de Business Angel pour démarrer l'histoire de Litchi. Et donc le service qui naît, c'est le service que vous connaissez aujourd'hui, qui est donc un service web qui permet de collecter et gérer de l'argent à plusieurs, quel que soit en fait l'usage. Et donc voilà, je démarre comme ça, et évidemment la première chose que je cherche à faire, c'est évidemment à développer l'interface. Alors je vous rassure, ça c'est Litchi aujourd'hui, à l'époque ça ressemblait pas à ça, c'était moi qui avais fait le design, et puis j'avais trouvé un développeur qui était en Presta et qui m'avait dit écoute, je veux bien développer ton truc là, et puis après, une fois que c'est mis en ligne, je veux bien rester, que tu me payes 2-3 mois pour faire le service après-vente, mais après tu te débrouilles pour trouver un CTO ou un développeur, ce que tu veux, mais moi j'ai pas envie d'être salarié. Je dis à Eric, ok, pas de problème. Et donc on se retrouve ensemble à développer ce service. Alors c'était un peu épique parce qu'il travaillait la nuit. Donc moi j'avais ma journée où j'essayais de commencer à constituer un peu les projets de com, etc. Et puis la nuit avec Eric, je faisais du test. On se couchait à 3h du mat. De temps en temps j'avais pas de nouvelles de lui pendant 48 heures. Enfin c'était un peu épique. Et puis finalement, novembre 2009, le projet naît, est en ligne. Et donc je me dis, ça y est, une première étape de fait. Le service va pouvoir se développer. Et alors il y a quelque chose d'assez extraordinaire avec Litchi, c'est qu'il y a un phénomène de viralité très fort. Puisque les 2 premières cagnottes qui sont ouvertes, elles sont pour les 25 ans de 2 de mes amis d'enfance. Donc on décide de faire un cadeau groupé, le timing est idéal. J'invite donc tous leurs amis sur ces 2 cagnottes que j'ai créées. Et en fait, petit à petit, le service commence à grandir comme ça par la force de la viralité, puisque les amis de mes amis recréent des cagnottes avec d'autres amis et ainsi de suite. Alors je vous ai parlé d'Eric, il me dit, moi je reste 3 mois, donc là le timing commençait un peu à tourner.
Donc je me dis, bon, bah, il faut que je trouve un CTO. Et donc là, ah non, j'ai oublié une petite parenthèse. Une fois que le service est lancé, donc la vie d'un entrepreneur, hein, moi, ma mère, elle pense que c'est ça, que je passe mon temps avec un micro et puis à rien faire, puisque bah, ça y est, le site est lancé, donc il n'y a plus rien à faire. Alors que la réalité, c'est comme je vous le dis, je travaille beaucoup avec Eric et ma vie, elle ressemble plutôt à ça, voire même à ça. Donc voilà, donc c'est fatigant, c'est pas tout à fait simple. Et effectivement, c'est un petit peu la galère. Et donc j'ai cette mission de me dire, il faut que je trouve un ou une CTO parce que Eric, il va s'en aller. Et donc je rencontre Laure. Alors Laure, elle est depuis plus de 7 ans la CTO de Litchi et Mangopé, mais au démarrage, c'était pas gagné. Je lui fais passer des entretiens de recrutement, on a un super fit. Et puis je me dis, bon bah moi j'ai un niveau technique assez intermédiaire, donc je vais lui faire passer des entretiens avec d'autres personnes et on va voir ce qu'on me dit. Alors la première remarque que j'ai, c'est « Non mais ça va pas, c'est une femme ». Je dis « Ben oui, enfin c'est pas grave, hein, moi aussi a priori, donc ça a tué personne ». Mais pas pour un CTO. Je dis « Bah ce sera une CTO du coup ». Alors c'était déjà un premier grand frein. Le deuxième, c'est que j'ai un ami d'école qui me dit « Bon, je vais lui faire passer un test technique à ta bonne femme, là on va voir ». Et il lui fait passer un test technique et il me dit « Mais Céline, elle connaît rien au .NET et ta plateforme, elle est développée en .NET ». Je dis « Ah oui, c'est vrai, mais bon, elle va peut-être apprendre ». Et il me dit « Ah non, mais impossible, tu peux pas te retrouver à embaucher quelqu'un, t'as pas d'autres développeurs qui ne sachent pas développer en .NET alors que ta plateforme est développée en .NET ». Voilà, et puis il y a comme ça une liste de clichés et de choses qu'on me dit à droite et à gauche. Donc évidemment, le premier truc qu'on vous apprend en management, c'est de recruter des gens qui ont des compétences et de surtout pas les recruter pour le fit humain. Hein, il faut aller chercher la compétence. Or, avec Laure, on s'entend super bien, on a la même réflexion. Elle a 7 ans de plus que moi, elle a déjà une super expérience en tant que développeur et donc elle arrive chez Litchi contre vents et marées. Elle me dit, moi c'est pas grave, je viens du monde Java, le .NET j'apprendrai. Passe quelques jours et donc on fait la première mise en prod. Donc le service existait déjà, donc Eric avait daigné faire deux réunions pour lui faire la passation. Et donc elle fait toute seule sa première mise en prod. Bien évidemment, comme c'est assez logique, on fait ça un vendredi. Excellente idée, les mises en prod le vendredi. Probablement vers 17h ou quelque chose comme ça, donc on met une feature en ligne. Et puis elle rentre chez elle et on se dit bon week-end et salut. Le samedi matin, je vais sur le site de Litchi, tout est cassé. Je me dis merde, ça commence bien. Donc je l'appelle vers midi en lui disant Laure, il y a un petit problème, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui marche. C'était pas grave parce qu'à l'époque on n'avait pas beaucoup de clients, mais quand même ce serait bien que ça attende pas jusqu'à lundi. Et ce qu'aurait probablement fait un salarié classique, c'est de me dire bah attends écoute on réglera ça lundi. Elle me dit non pas de problème, j'arrive tout de suite, j'avais rendez-vous chez le coiffeur, bon attends je me débrouille pour faire garder mon fils et puis j'arrive et puis bah, finalement elle arrive à résoudre le problème, refaire une mise en prod, et donc le service est rétabli, et puis on se tape dans la main, et à lundi. Alors des histoires comme ça, dans le parcours entre Laure et moi, et dans notre relation professionnelle, il y en a eu plein que je pourrais vous partager. Il y en a une autre qui m'a assez marquée, qui date d'il y a 2 ans, donc pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, elle a plus d'une vingtaine de développeurs dans son équipe. On a quand même une très forte croissance et un très fort développement. Je parlerai un petit peu des chiffres après. Donc elle est aujourd'hui très légitime à son poste, mais ça a été parfois difficile. Il y a 2 ans, ou un peu plus de 2 ans, elle tombe enceinte. Et donc très gentiment, au bout de 2 mois de grossesse, elle me dit « Bon bah Céline, je suis enceinte, donc il y a un moment donné où je ne serai pas là hein, dans le quotidien de Litchi, donc il va falloir qu'on s'organise. » Et donc on passe 7 mois à préparer son N-1, donc le lead développeur, avec son accord bien sûr, pour qu'il reprenne le poste de CTO pour 4 mois pendant sa durée de maternité, de congé maternité. Et donc on fait les choses bien, on fait venir un coach qui va venir une demi-journée par semaine pendant que Laure n'est pas là, et donc le rôle du lead développeur est donc de reprendre ce poste de CTO, donc d'encadrer les équipes, de gérer la plateforme. Et c'est un cas d'école assez intéressant parce que c'était le premier développeur de l'équipe qu'on avait recruté sur les compétences et moins sur le fit humain, puisque auparavant, on avait recruté un certain nombre de développeurs, l'équipe avait grandi, avec qui il y avait beaucoup de fit humain. Et là, ce développeur en question, on l'avait recruté sur ses compétences parce qu'il venait de la banque, il avait une très forte expérience métier, il était plutôt sympa, mais ça ne s'était pas fait de la même manière que les autres recrutements. Laure part en congé maternité, et moi, il se trouve que je pars en voyage de noces.
Et puis, 10 jours après le début de mon voyage de noces, donc j'avais bien sûr dit à toute l'équipe de la boîte, surtout qu'il y ait le feu, que vous ayez foutu le bordel dans la prod, tout cassé, je ne veux pas en entendre parler, personne ne m'appelle. Et ils me disent, ok, d'accord, pas de problème, on bronchera pas. Et puis je pars en voyage de noces et au bout de 10 jours, je regarde mon téléphone et je reçois un texto avec marqué « Salut Cel, j'espère que tout se passe bien. Si t'as 2 minutes, tu peux nous rappeler, pas d'urgence, bisous. » Bon, vous imaginez bien que ce genre de texto-là, quand on le reçoit, j'étais 2 minutes après en plein désert du Namib, collée à la borne Wi-Fi comme ça, en train de rappeler Mathieu, qui est notre CPO, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc je le rappelle, je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit, écoute, il se trouve qu'il s'est passé un petit truc ce matin. Notre lead développeur qui a pris le rôle intermédiaire de CTO pour la première mise en prod. Laure était partie 15 jours avant. Il a pété un plomb, il s'est engueulé avec toute l'équipe et puis du coup, il s'est levé de son bureau et il a dit qu'il ne reviendrait plus. Ah. Je lui dis, donc tu es en train de m'expliquer qu'on n'a plus de CTO. Et maintenant, on n'a plus de lead développeur. Et on n'a plus le lead développeur qui devait faire CTO. Il me dit, ouais, c'est un peu ça. Et moi, je suis en voyage de noces. Et à ce moment-là, je vous promets, c'est pas une blague, texto sur mon téléphone, texto sur le téléphone de Mathieu, on lit le texto, et là, qu'est-ce qu'on lit ? Bonjour, je suis ravie de vous annoncer la naissance d'Alia, qui est née ce matin, etc. Donc Laure venait d'accoucher. Donc là, je me dis, oh putain, super timing. Bon, je dis à Mathieu, surtout, s'il y en a un qui appelle Laure, je le bute, hein, personne, pas un mot, rien. Pendant 10 jours, vous vous débrouillez, vous faites plus rien, plus de mise en prod, je m'en fous. Vous attendez que je rentre de voyage de noces, et puis on règle le problème après. Donc je finis mon voyage de noces, mon mec me dit ah, c'était qui au téléphone ? Ah, maman. Voilà. J'appelle jamais ma mère, mais bon, c'est pas grave, c'était maman. Il me revoit appeler maman de temps en temps. Je dis surtout, vous n'appelez pas Laure, vous vous débrouillez. Voilà. Je rentre de voyage de noces, et donc je me dis bon, ça va être chaud quand même, 4 mois sans CTO et sans lead développeur, ça veut dire que du coup, il y a quand même des strates d'organisation qui ne sont pas là. Pas que les devs ne peuvent pas s'organiser entre eux, mais qu'on n'a pas l'habitude de travailler comme ça. Et donc je me dis, bon, il faut que je prévienne Laure. Donc je fais le même texto que Mathieu m'avait envoyé. Coucou. Très heureuse pour toi, j'espère que tout va bien, que t'es pas trop crevé. Si t'as 2 minutes, c'est rien d'urgent, mais rappelle-moi. Et là, elle me rappelle 2 secondes après, elle me dit, ah non, pas ça. Et ce qui était terrible, c'est qu'elle se sentait coupable, en fait. C'était ça qui était, en plus du reste compliqué à gérer, c'est qu'elle avait le sentiment de ne pas avoir bien fait la transmission, de ne pas avoir bien préparé ce lead développeur à devenir CTO de façon intermédiaire, et qu'en plus, elle prenait la responsabilité sur elle. Donc on a bien déculpabilisé, et puis elle a été aussi d'une certaine façon obligée pendant son congé maternité à devoir participer à quelques réunions pour nous aider à nous réorganiser. Et finalement, en fait, cette histoire, ça a été une sorte de soulagement pour nous tous, puisque d'une certaine façon, comme le disait Ambroise tout à l'heure, c'était un peu le darwinisme de la communauté, c'est-à-dire qu'il y avait un des éléments de la communauté qui était finalement pas fait pour y appartenir et qui donc a quitté la communauté, et nous, ça nous a permis aussi d'apprendre à être plus autonomes seuls. Le deuxième membre de Litchi dont je voudrais vous parler, qui a été aussi recruté à l'inverse de toute logique de recrutement, c'est Romain. Donc Romain, je le connais depuis que j'ai 14 ans. On peut considérer que c'est un de mes plus vieux amis d'enfance. Il est arrivé 1 an et demi après le démarrage de Litchi au poste assez surréaliste de directeur commercial et financier. Donc ça n'existe que dans les startups. Aujourd'hui, il est le CFO du groupe. Et puis il cumule une autre casquette puisqu'il dirige une de nos filiales à l'étranger. Mais quand évidemment Romain, on a commencé à vouloir travailler ensemble, l'entièreté de notre entourage nous a dit non mais ça va pas la tête. Alors lui, on lui a dit non mais Céline, avec le caractère de cochon qu'elle a, c'est mort, tu t'entendras jamais avec elle pour le boulot. Et moi on m'a dit tu vas pas embaucher Romain quand même. Je sais je sais pas, il est quand même assez brillant, il travaille chez Deloitte, il a un profil complémentaire au mien. Donc on pourrait peut-être essayer. Donc ça c'était il y a 7 ans puisqu'il est arrivé en mai 2010. Et encore une fois, c'est un peu l'inverse de tout ce qu'on nous dit, puisqu'on nous dit surtout, il ne faut pas travailler en famille, il ne faut pas travailler avec ses proches, il ne faut pas travailler avec son conjoint, il ne faut pas travailler avec ses amis. Et en fait, ça a apporté plein de choses super positives pour nous dans l'histoire de Litchi. La première, c'est que je me suis retrouvée à être entourée de quelqu'un dans qui j'avais entièrement confiance. Puisqu'évidemment, on se connaissait depuis l'âge de 14 ans, on est très amis. Et donc la confiance que j'avais en lui
pas que j'ai pas confiance en mes collaborateurs, mais la confiance que j'avais en Romain de nos 10 ans d'amitié auparavant, elle était, même 15 ans d'amitié, elle était très forte. Et donc ça a créé une relation au sein de l'équipe d'une confiance très forte. Et quand il y avait un sujet qui était traité par Romain ou un sujet qui était traité par moi, l'un et l'autre, on savait que ça allait être bien traité. Et donc ça crée un climat de confiance dans l'entreprise. Le deuxième point qui est très intéressant, c'est comme on est très amis, évidemment, c'était un climat qui était plutôt détendu. Forcément, vous connaissez depuis 15 ans, 20 ans, on a plutôt tendance à rigoler, à faire des blagues, à boire un apéro à la sortie du bureau. Et donc ça crée des relations plutôt amicales et bienveillantes au sein de l'entreprise. Et ça, c'est un point qui est très important aussi, puisque finalement, dans des petites boîtes, la bienveillance, elle a la capacité à permettre aux gens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir prendre des risques et de pouvoir proposer. Donc en fait, ce climat relationnel et amical entre Romain et moi, il a été bénéfique sur toute l'entreprise. Un troisième Gus dont je voudrais vous parler, c'est Mathieu. Alors j'en ai déjà parlé rapidement tout à l'heure. Mathieu est arrivé entre Laure et Romain, donc pareil, je pense que c'était fin février 2010, donc il y a presque 7 ans aussi, à l'âge de 21 ans, encore étudiant. Et là, on m'a dit, non mais, quelle idée tu vas d'embaucher un mec, c'est même pas qu'il n'a pas d'expérience professionnelle, c'est qu'il est à moins quelque chose d'expérience professionnelle. Or, pour un poste de CPO, il faut avoir de l'expérience métier, il faut avoir de la connaissance, il faut avoir lu je sais pas combien de bouquins de start-up, fait je sais pas combien de conférences. Et finalement, Mathieu nous a prouvé le contraire, qu'avec une capacité de travail et d'écoute assez forte, on pouvait aussi être capable de prendre un rôle important et de grandir au sein d'une entreprise. Et aujourd'hui, il dirige une équipe de plus de 15 personnes. Litchi a grandi, notamment grâce à ses collaborateurs. Plus de 7 millions de clients aujourd'hui, presque 8 millions de clients dans 150 pays. Et c'est une aventure qui dure depuis 7 ans. Il y a une chose qui est très marrante et qu'on nous a souvent dit, c'est « vous n'êtes pas des banquiers ». Ça, c'était quelque chose qu'on a entendu se faire dire, notamment quand on est allé voir auprès du régulateur pour obtenir une licence d'établissement bancaire. Ils nous ont dit « ah non, mais c'est quoi votre expérience dans la banque ?» On a dit « zéro », parce qu'en fait, même avant, on n'avait pas d'expérience professionnelle, puisque moi, je sors de l'école avant de faire Litchi. Donc ça, c'était difficile à entendre. Et on avait toujours un peu ce truc de « vous n'êtes pas des banquiers, vous ne pouvez pas comprendre le métier ». Il y a quelques années, on a fait un petit sondage auprès des clients de Litchi en leur demandant pourquoi vous aimez Litchi. C'était une idée de mon équipe marketing qui m'avait dit que ce serait intéressant de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'ils aiment dans Litchi et qu'est-ce qui fait qu'ils sont clients et heureux d'être clients. Et la première réponse des clients de Litchi de pourquoi ils aiment Litchi, c'est parce que ça n'est pas une banque. Voilà. Alors depuis, on est très fiers de ne pas être des banquiers. Et c'est assez marrant de voir la défiance qu'il peut y avoir dans la relation de confiance d'un consommateur envers un service et notamment envers les banques. Et donc nous, on est très fiers quand on nous dit qu'on n'est pas des banquiers. On n'est tellement pas des banquiers qu'on a inventé un service que la banque, elle, a probablement oublié et n'a pas pensé à innover. Et donc c'est MangoPay. MangoPay est né en mai 2013, donc il y a 4 ans. C'est un service B2B, donc à destination des entreprises. Et donc on propose en marque blanche une API de paiement qui permet aux plateformes de l'économie collaborative, aux marketplaces et aux plateformes du crowdfunding d'encaisser les paiements, de stocker l'argent par exemple pendant que la collecte du projet de crowdfunding est faite ou pendant qu'un produit est envoyé sur une plateforme type marketplace, et puis ensuite de verser le paiement de cette transaction au vendeur par un virement de façon automatique et de prélever la commission pour la plateforme. Donc on est vraiment une solution technologique de paiement. L'idée de MangoPay, en fait, elle est née de notre expérience chez Litchi, puisqu'en fait c'est aussi ce que fait Litchi de façon technique, c'est de l'encaissement pour le compte de tiers. On encaisse pour le compte de nos clients de l'argent le temps que la cagnotte soit constituée. Et ici, ce qui est assez marrant, c'est que finalement, MangoPay est né au sein d'une entreprise qui était déjà créée, Litchi, et donc c'est une innovation qui s'est faite en interne et par les équipes. Et comment ça s'est fait ? Assez simplement, c'est parce qu'on était souvent sollicités par d'autres plateformes qui avaient vu Litchi et qui, eux, faisaient d'autres métiers, mais qui avaient le même besoin technologique et le même besoin de paiement, et qui nous disaient, mais comment vous avez fait pour construire la technologie ? Comment vous avez fait pour obtenir la licence d'établissement bancaire ? Comment vous avez fait pour développer des algorithmes qui luttent contre la fraude, etc. Et finalement, c'est comme ça que le chemin s'est fait dans notre esprit. Et donc, on s'est dit,
on va prendre une partie de la technologie de Litchi et puis on va scinder la boîte en deux, on va spin-offer et créer une nouvelle société et y intégrer la technologie. Alors quand on a décidé de mettre en place ce projet avec Laure, Mathieu, Romain et quelques autres, on est allé réfléchir plutôt sur la partie technologique. Et puis on a contacté Eric, ce fameux premier développeur dont je vous ai parlé. Parce que c'est un garçon brillant et qui pouvait peut-être avoir des idées. Quand on lui a expliqué ce qu'on voulait faire, il nous a dit « Vous n'y arriverez jamais ». On a dit « Merde, Eric, ça fait 2 fois quand même que tu nous dis ça ». Et puis bon, on lui dit « Mais si, sous forme d'API, etc. » Il nous dit « Impossible, vous n'y arriverez pas ». Et c'est vrai que toutes les personnes qui pour nous étaient plutôt des gourous de la technologie ou des gens en qui on avait beaucoup de confiance et d'admiration, quand on leur a expliqué l'ambition technologique de MangoPay, à chaque fois on nous a dit vous n'y arriverez pas. Donc on s'est dit avec Laure et Matt, bon bah on va essayer seul, hein, puisque personne de toute façon veut nous aider, autant essayer tout seul. Ça, c'est la courbe de croissance du volume processé par MangoPay en 4 ans. Donc en 2014, c'était 90 millions d'euros. En 2015, c'était 220 millions d'euros. En 2016, c'était 450 millions d'euros. Et cette année, on est sur une trend supérieure à 1 milliard. Donc en 4 ans, on est passé de 0 à 1 milliard d'euros de transactions processées, ce qui est quand même une croissance assez incroyable. Et aussi un travail technologique derrière, évidemment hyper important pour pouvoir être capable de supporter cette croissance et de supporter l'évolution de la plateforme. Donc c'est plus de 2000 plateformes en Europe qui utilisent la technologie. Et aujourd'hui, en termes d'équipe, on est plus de 80. Donc la boîte a beaucoup grandi. On a des équipes dans 5 pays différents, à Paris, à Luxembourg, à Cork, à Berlin et à Londres. Et c'est une boîte qui est assez marrante parce que très diverse. Et en fait, moi, il y a quelque chose auquel je crois pas mal, c'est un peu l'idée d'effet papillon. C'est-à-dire que d'une certaine façon, quand quelque chose se passe, ça peut avoir un impact assez conséquent. Et finalement, les collaborateurs dont je vous ai parlé au départ, Laure, Mathieu, Romain, ils ont recruté les personnes à leur image. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort parce que, en fait, c'est pas moi qui ai dit voilà, la vision de la boîte, c'est ça, les valeurs, c'est ça, les types de recrutement qu'il faut faire, c'est ça. Non, ils ont recruté en fait des gens qui, pour eux, étaient intéressants et pouvaient avoir un impact sur notre société et nous permettre de la développer. Je me souviens d'ailleurs que pour un des recrutements, Mathieu avait vu plus d'une quinzaine de personnes, reçu une 50aine de CV et je lui dis mais t'as toujours pas trouvé? Et il m'a dit bah non. Et je lui dis mais quel est le problème qui bloque? Et il m'a dit bah on est comme toi, hein, on est exigeant. Je me dis sympa. Voilà, alors voilà une petite photo de l'équipe. Alors il n'y a pas tout le monde, mais vous en avez un petit bout. Donc ce qui est assez marrant, ce que je disais, c'est qu'on est 80, il y a 45% de femmes. Alors c'est assez rare dans nos métiers parce que dans les métiers de fintech, la moyenne c'est 6 à 7%. Il y a plus de 20 nationalités différentes, donc vous allez trouver des gens de tout âge, toute origine sociale, de plein de nationalités différentes, de religions différentes, de niveaux d'études différents. Donc c'est un véritable melting pot. Et finalement, ces recrutements, on ne s'en est pas vraiment rendu compte. C'est pas comme si on avait fait une fiche en disant « Ah ben on voudrait quelqu'un qui soit étranger, on voudrait un gay, on voudrait un rebeu ». C'est absolument pas comme ça que ça s'est passé, mais notre ADN qui est de faire confiance, qui est que la diversité, elle peut être riche, nous a amené à créer une équipe comme celle-ci autour de nous. Alors vous me direz, à quoi ça sert d'avoir des gens différents? Parce que finalement, c'est un peu le bordel. Si vous venez dans les bureaux de Litchi, alors ça parle français bien sûr, ça parle anglais, ça parle russe, ça parle polonais, ça parle allemand, ça parle roumain, ça parle dans toutes les langues. De temps en temps les gens s'engueulent parce qu'entre l'allemande bien stricte et bien coincée et l'espagnol qui lui c'est le bordel sur son bureau, évidemment ça s'engueule. Entre les gens qui viennent d'un endroit qui font du bruit et les autres qui sont super discrets, parfois c'est compliqué. Mais la richesse et la force de la diversité et de la mixité, c'est qu'on est différent. Et dans une société comme la nôtre, dont l'objet quotidien est d'innover et donc en permanence de résoudre des problèmes, en fait, c'est une force qui est inouïe puisque ça nous permet finalement de réfléchir aux problèmes de façon différente. Puisque si on est tous les mêmes en costard-cravate, blanc la quarantaine, avec la même éducation, on réfléchit tous de la même manière. Donc on va aborder tous un problème de la même façon. Alors que si on est différent, si on a des expériences différentes, si on est d'une culture différente, on va aborder un problème de façon différente.
Et je crois que ça, c'est très riche et que c'est un enseignement finalement qu'on a pris avec le temps et qui nous permet de probablement innover plus vite et probablement résoudre des problèmes plus vite et d'être capable d'anticiper et de grandir plus vite. Donc ça, c'est une véritable richesse et qui est très forte pour nous. Il y a aussi la question de la façon dont on s'organise au quotidien. Et tout à l'heure, Ambroise le soulignait un petit peu, c'est la question finalement de la déresponsabilisation. Je suis dans l'entreprise, je fais mes heures, je suis payée et puis ensuite je m'en vais. Il y a une chose qui a été très forte aussi avec le fait de grandir un peu comme une grande famille, c'est que finalement chacun est responsable et chacun se sent concerné. Je vais vous donner un autre exemple qui est assez je pense, illustrant. On a bien sûr des systèmes d'astreinte le week-end et le soir pour être certain que la production est toujours up, puisque l'indice pour nous, le principal à suivre, c'est évidemment le fait que la plateforme soit toujours live. Et donc un dimanche, vers minuit, je reçois une petite alerte sur Slack, sur le canal incident, qui me dit, donc donnée par la personne qui était d'astreinte, et qui dit il semble qu'il y ait une tentative de hacking. Donc on a des indices qui le montrent, et notamment le mec était en train de faire un brute force pour ceux à qui ça parle. Et là, j'ai même pas eu le temps d'ouvrir mon Slack que l'entièreté des développeurs de la boîte étaient connectés à minuit 10, un dimanche, et étaient en train de discuter, de savoir comment ils pouvaient, quels outils ils pouvaient activer pour justement s'assurer que le service allait continuer, qu'il y aurait une continuité dans l'activité du service et qu'on n'aurait pas de coupure. Et ça, à aucun moment, c'est moi qui ai demandé en disant vite, en appelant tout le monde, venez, ou en disant si vous n'êtes pas connecté, je vais vous gronder demain, ou en leur disant vous êtes connecté, vous serez payé. C'est juste une question de responsabilité de chacun d'entre eux, et puis aussi probablement une question un peu de fierté, qui était importante pour eux de dire il y a un souci sur la boîte, on va le régler. Et le lendemain matin, tout le monde était là à 9h30 au bureau, donc il n'y avait pas de question de dire j'ai bossé cette nuit, donc je ne vais pas venir le lendemain. Et je crois que c'est ça la force en fait des entreprises qu'on crée un peu aujourd'hui. C'est ce que les grands groupes, ça m'amuse beaucoup, appellent l'entreprise libérée, comme si eux c'était une entreprise coincée. Peut-être un peu, mais c'est vrai que c'est la force d'un écosystème, d'une communauté d'employés qui est là pour travailler ensemble et qui probablement le vendredi, quand il n'y a plus rien à foutre à 17h, va aller boire une bière plutôt que de rester et faire du présentionnisme. Mais en compensation, quand il y a un problème ou quand il y a besoin, que l'entreprise a besoin de ses salariés, ils seront présents et l'inverse est vrai aussi. Voilà, il y a une dernière petite anecdote que je voudrais partager avec vous. Donc, vous avez vu un certain nombre de ces loustiques sur ma présentation. Donc ça, c'est tout le top management. En septembre 2015, on a vendu la boîte à un groupe que vous connaissez sûrement, qui est Crédit Mutuel Arcade, donc qui est une banque bretonne. Et donc, évidemment, quand on était sur la fin du process de vente, il y a toute la question de la communication pour annoncer la vente. Et donc, on m'a dit, il faut faire une photo. Et j'ai dit, ok, super, je vais faire une photo avec mes managers. Et on m'a dit, non, il faut une photo de toi. Je dis, non, c'est Litchi, c'est pas moi, c'est à minima. Je comprends bien qu'on puisse pas mettre la photo qu'on a vue avant avec toute l'équipe, mais à minima, on va y mettre en avant ces top managers parce que pour moi, c'est très important. Donc j'ai dû négocier un peu. Ce qui est assez marrant, c'est que cette photo, on a l'air frais comme des gardons, il a l'air d'être 9h du matin. En fait, il est 1h du mat. On venait de signer une partie de la documentation et donc on a pris cette photo, alors c'est bien éclairé avec des spots, de façon à illustrer dans la presse ce projet qui était évidemment l'acquisition par Crédit Mutuel Arcade. Donc ça, c'est un article qui a été publié dans Les Échos. Et c'était vraiment très important pour moi que ce qui soit mis en avant, c'est l'équipe et pas uniquement moi, puisque c'est un travail d'équipe. Et alors le soir, évidemment, on a fêté la signature de la vente. Alors je vais vous montrer une photo vraiment très secrète. C'est celle-là, donc c'est la même que celle de 2 slides avant, au même endroit, même canapé, mais probablement un peu plus en forme. Voilà, donc pour la petite parenthèse, en fait, ce qui est assez génial dans notre histoire, c'est évidemment, là, comme vous pouvez le voir, on avait bu un petit peu de champagne et on avait l'air assez heureux. Et donc, il y a mes managers qui sont venus me voir en me disant très ému, tu te rends pas compte ce que tu es en train de faire, tu es en train de changer notre vie. Et en réalité, c'est pas moi qui suis en train de changer leur vie, c'est leur engagement et leur courage et leur travail qui a changé leur vie. Et d'une certaine façon, je peux vous garantir qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que de changer la vie des gens qu'on aime. Voilà.
Merci beaucoup Céline. Avec plaisir. Pour cette belle aventure. En fait, voilà, c'est ça. Ça a été une aventure. C'est une aventure. C'est une aventure qui a été collective. Et j'ai vraiment compris que la liberté allait de pair avec la responsabilité et donc la fidélité aussi des équipes. C'est vraiment important. J'imagine que vous avez des questions à poser à Céline sur son parcours de cette aventure Litchi, de cette belle aventure. Ces recrutements, la communauté, oui, madame, juste devant. Toujours les femmes qui sont courageuses. Hein. Non, je fais exprès d'être un peu provoque. Bonjour. Ce matin, Séverin nous expliquait que justement les nouvelles générations de collaborateurs veulent aussi participer au capital de leur entreprise pour récolter une partie des fruits de leur travail. Comment ça se passe chez Litchi ? En fait, c'est ce que j'illustrais là, c'est que moi j'ai associé tous les managers, donc au fur et à mesure des recrutements. Et il y a 13 personnes dans la société, donc sur les 80, qui sont actionnaires. Et c'était très important parce qu'en fait, avoir un gros gâteau toute seule, franchement, c'est pas très drôle si on le mange tout seul. Il n'y a pas vraiment de plaisir. Le vrai plaisir, c'est de le partager. Et donc pour moi, c'était vraiment très important que, évidemment, tous les postes clés puissent en fait être associés à la réussite du projet et se sentir en fait entrepreneur ou en tout cas associé. Et c'est donc Mathieu dont je parlais tout à l'heure qui, à l'époque où il était encore en stage, m'avait dit « Non mais moi je bosse comme si c'était ma boîte ». Et en fait cette phrase m'a beaucoup marquée parce que c'est la réalité, c'est pas ma boîte, c'est notre boîte. Et donc pour moi c'était évidemment très important et en fait ça permet d'aligner les intérêts de chacun et pas que dans des problématiques financières, aussi dans des problématiques de... Parfois c'est dur à porter une entreprise comme la nôtre. Je parlais de l'uptime, pour nous c'est vraiment à la fois une valeur très importante à suivre, mais parfois ça peut être aussi un bourreau parce que la moindre milliseconde, la moindre seconde d'interruption de service, elle nous coûte très cher et donc ça demande beaucoup d'implication aux équipes et donc c'est plus agréable de pouvoir le porter à plusieurs. Donc on a associé 13 des collaborateurs. Autre question pour Céline ? Dans votre parcours, on sent qu'il y a à la fois, notamment au début quand vous parliez un peu des process de recrutement, les choix qui pouvaient parfois être mis en cause par d'autres, donc il fallait trouver l'équilibre entre l'intuition d'avoir trouvé la bonne personne et puis ce qu'on peut lire sur un CV. Comment on trouve cet équilibre ? Parce qu'on se pose souvent cette question-là, faut suivre son instinct, que les planètes soient alignées, etc. Mais voilà. Alors, moi, il me semble qu'il n'y a que de l'intuition. C'est-à-dire que les quelques fois où on a recruté justement pas par intuition, mais en se disant « Ah ben tiens, là, ce CV, il coche toutes les cases », ça a été une catastrophe. Hein. Je vous ai raconté donc, celui de développeur qui nous plante le jour de l'accouchement de Laure et moi pendant mon voyage de noces. Ça, on l'a effectivement vécu peut-être une ou deux fois, et on s'est rendu compte que... et c'était un copain à moi qui m'avait dit cette phrase qui est assez juste. Il m'avait dit « Mais en fait, Céline, les compétences de quelqu'un, tu peux toujours les faire évoluer. Le comportement, il ne change pas. » Et c'est vrai, un con reste un con. Vous avez déjà vu un con devenir un mec génial ? Moi, jamais. Et de fait, je crois que vraiment, l'intuition, elle est très importante. Il n'y a pas très longtemps, on a recruté une chef de projet junior, Marine, pour Mangopé. Donc c'est un métier très technique, hein, quand on allait rejoindre l'équipe produit. Elle vient d'école de commerce et elle n'a jamais eu une seule connaissance technique. Mais elle était tellement motivée et elle voulait tellement avoir le poste et elle semblait tellement enthousiaste. Et elle avait fait une petite formation au wagon de développeur, etc. qu'on s'est dit, bon, bah, on est obligé de lui donner sa chance, sinon de toute façon on va la voir arriver au bureau quoi qu'il advienne. Et en fait c'est un des meilleurs recrutements qu'on a fait. Et ça je pense que c'est très important, c'est la volonté et l'état d'esprit. Le reste franchement il évolue avec le temps. Vous voyez Laure qui connaissait rien au .NET, aujourd'hui elle fait des conférences sur le .NET, elle est devenue experte. Donc finalement la compétence elle s'apprend, le comportement lui il change jamais. Eh bien merci. Beaucoup, Céline Lazorte.